Donc je vais vous introduire Clément Sanchez. Clément Sanchez occupe au Collège de France la chaire des matériaux hybrides depuis 2011. C'est un très très grand chimiste avec une liste de prix tellement longue que je préfère m'abstenir. Simplement, les matériaux hybrides, c'est quoi? C'est des matériaux hybrides entre de l'organique et de l'inorganique, par exemple du titane et de la silice. Et ça donne des propriétés très particulières à ces outils, à ces objets, y compris des objets qui sont à la base de ce qu'on appelle des nanotechnologies, et qui, de nouveau, évidemment, de ce point de vue, vecteurs de médicaments, matériaux résistants à certaines conditions physiques ou chimiques, évidemment, posent aussi des questions qui sont abordées dans un colloque comme le nôtre de façon tout à fait juste. Je te remercie, Clément, et je te laisse la parole sans plus tarder. Merci, Alain. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué, mais je vais vous montrer que finalement, la chimie, c'est assez simple. Les chimistes utilisent de nombreux petits dessins pour essayer de faire passer leur message. Alors, ce domaine, justement, des matériaux biomimétiques ou bioinspirés, c'est vraiment un domaine où il y a une interfertilisation entre la chimie, la biologie, la physique et l'ingénierie. Et au niveau historique, bon, évidemment, ça a toujours intéressé l'homme, mais je dirais la montée des recherches dans ce domaine date de la début des années 80, c'est-à-dire après la première crise pétrolière. Et en fait, les premières approches ont été plutôt des approches macroscopiques, où on s'attachait plutôt à regarder la structure externe et d'essayer de comprendre un petit peu les premières interactions physico-chimiques afin de créer finalement des matériaux qui ressemblent à ceux de la nature. L'exemple que vous connaissez tous, c'est celui de la feuille de lotus qui est fortement hydrophobe. Et puis, dans les années 90-95, les chimistes ont commencé à décoder finalement à la fois des éléments structuraux et des modes de construction. Donc on commence à voir apparaître des modes de construction chimique bio-inspirés. Puis 95, 90, 2000, le développement s'attache maintenant à des recherches qui développent finalement des systèmes de plus forte complexité. Et ces dernières années, en fait, les développements en recherche se tournent vers la création de systèmes adaptatifs ou certains systèmes qui présentent des propriétés de type homéostasie. Donc évidemment, vous voyez sur ces transparents un ensemble d'exemples de matériaux qui peuvent être considérés comme biomimétiques et bioinspirés. En bleu, je vous ai mis finalement les propriétés ou les applications. Bon, aujourd'hui, je ne peux pas évidemment vous parler de tous ces exemples. Je vais surtout me centrer sur les exemples qui sont sur la droite, donc des exemples basés sur des structures, basés sur des propriétés. Alors, donc en fait, je vais prendre des exemples, vous voyez, des exemples où je vais illustrer finalement mon propos à l'aide des modes de construction, soit des diatomées, soit de la carapace de crabe. Ce que je vais essayer de vous faire passer comme message au sujet en utilisant ces exemples, c'est qu'en fait, les processus de biominéralisation sont des processus qui couplent des phénomènes d'auto-assemblage, de minéralisation par chimie douce et de l'hybridation, et que ces constructions présentent souvent plusieurs niveaux d'échelle, donc une certaine hiérarchie. Ensuite, je prendrai un exemple en utilisant finalement le byssus de Moule comme modèle, et je vous montrerai, bon, bien sûr, vous le savez, que les matériaux naturels guérissent ou s'autoréparent, mais lorsque l'on peut décoder finalement les concepts que l'on comprend aujourd'hui dans les mécanismes d'autoréparation du byssus de Moule, on peut les transposer finalement vers des matériaux synthétiques. Et je finirai en fait l'exposé en vous montrant des exemples de matériaux naturels par modification, je dirais, d'effets de surface. Et vous verrez que finalement la survie implique une certaine forme d'intelligence. Alors si on regarde la carapace de crabe au niveau des composantes, en fait, ce sont des composantes qui sont basées essentiellement sur des parties organiques, des sucres, je dirais, et des protéines. Et puis la partie minérale, c'est de la craie, c'est du carbonate de calcium. Donc typiquement, cette carapace, c'est un hybride organo-minéral composé de biopolymères et de phases inorganiques.
Alors, si on regarde comment ça se construit, en fait, les modes de construction que l'on trouve dans la plupart des systèmes qui se minéralisent, il y a des étapes d'auto-assemblage, c'est-à-dire que les molécules ou les oligomères s'assemblent par affinité, en fait. Et donc, ces assemblages, en fait, en partant d'un sucre moléculaire, sont multiples, se font à différentes échelles. Vous voyez, on part de petites molécules qui s'agrègent en unités cristallines, puis en microfibres, et puis ces microfibres forment des tiges. Et lorsque vous formez justement des objets anisotropes, c'est-à-dire par exemple très allongés, et que vous augmentez leur concentration, bon, il y a des lois physico-chimiques, physiques, qui vous disent que finalement, vous allez former des cristaux liquides. Alors, ce sont des cristaux liquides un petit peu particuliers. Il y a des hélicoïdes, simplement parce qu'il y a des carbones un peu particuliers sur les biomolécules, ce qu'on appelle des carbones asymétriques. Donc ça, c'est une loi générale. Et donc, ce qui se passe, c'est que finalement, ces cristaux liquides s'assemblent dans des structures qui sont analogues au contreplaqué. Et ce sont ces structures qui vont servir finalement de moule au sens d'un gabarit dans lequel la minéralisation va avoir lieu. Et donc, via une minéralisation douce, c'est-à-dire de la précipitation de la craie, du carbonate de calcium, eh bien, on arrive à faire ce composite. Alors, si on regarde maintenant par microscopie comment est composé ce cuticule, on s'aperçoit qu'on retrouve finalement ces structures en arceaux qui sont caractéristiques de ces phases cristal liquide tout à fait particulières. Et lorsque l'on enlève, par exemple, la craie par un lavage acide, on voit que à partir de ces composites, on peut recréer finalement une structure poreuse relativement uniforme. Donc, si on résume un petit peu le b.a.-ba de cet apprentissage, la biominéralisation est basée sur des processus d'auto-assemblage, la minéralisation elle-même se fait par des processus de chimie douce, et puis ce sont des modes de synthèse ascendante, c'est-à-dire on part du petit vers le grand, parce que lorsqu'on veut compatibiliser des espèces ou des objets qui présentent un certain antagonisme, on le sait tous, il vaut mieux partir petit que partir très grand. Alors si maintenant on regarde un petit peu ces paramètres, donc créer finalement de l'auto-assemblage, c'est-à-dire des milieux cristaux liquides. Le plus simple que vous connaissez, que vous utilisez tous, c'est le savon. Le savon dans l'eau, bon, le savon, vous savez que ce sont des molécules qui sont un peu schizophrènes, avec une partie qui aime l'eau, la tête, et une partie qui a horreur de l'eau. Donc au niveau énergétique, elles vont s'assembler en micelles. Des micelles avec différentes formes, ça va dépendre de la géométrie du savon. Et quand vous concentrez finalement ces savons, vous allez former des cristaux liquides. Ça, c'est ce que vous voyez quand vous oubliez un morceau de savon dans votre baignoire. Vous voyez qu'il y a toujours des irisations. Finalement, c'est la lumière qui se disperse dans le cristal liquide et c'est ça que vous observez. Alors, on va utiliser finalement des savons ou des molécules amphiphiles, si on veut utiliser un mot plus savant, pour construire des processus d'auto-assemblage, voyez, de ce type. Et donc, c'est dans ces moules, dans ces gabarits qu'on va pouvoir minéraliser. Mais maintenant, finalement, j'ai un degré de liberté qui est beaucoup plus grand, c'est-à-dire que je peux utiliser tout type de savon ou de molécules assimilées à des savons, et pratiquement tout le tableau périodique de Mendeleïev. Donc maintenant, ce qu'il faut que j'arrive à faire, dans des conditions, je dirais, acceptables, c'est de marier finalement la feuille, je dirais, et le cristal. Un cristal, c'est essentiellement de la silice, c'est-à-dire que c'est de la silice, ce sont des petits enchaînements, vous voyez, c'est un polymère en fait, c'est un polymère où on enchaîne finalement des petites entités moléculaires, qui sont ces entités-là, vous voyez, c'est du silicium avec de l'oxygène. Donc il faut que j'arrive à compatibiliser ça. Alors si je prends des procédés traditionnels pour faire de la silice ou des verres, vous savez que je dois travailler des températures de l'ordre de 1000 degrés. Alors là, vous connaissez le résultat du côté du matériel biologique. C'est assez difficilement compatible. Par contre, maintenant, il existe des processus en fait, de chimie douce qui me permettent finalement de créer ces polymères dans des conditions, je dirais, dans l'eau et à température ambiante, en utilisant, par exemple, vous voyez, des précurseurs qui sont des systèmes qui réagissent dans l'eau en changeant un petit peu, par exemple, l'acidité. Et finalement, le concept, c'est le même que celui qu'utilisent les collègues des polymères quand ils font un plastique. Ils ont des petites molécules, ils les collent les unes aux autres, et donc de la même façon, on peut le faire, je dirais, en chimie minérale. Ça, ces réactions-là, finalement, elles ont été trouvées
au XIXe siècle. Donc ce n'est pas un travail récent. Mais elles ont été vraiment utilisées dans le monde des matériaux depuis, je dirais, le milieu des années 80. Donc ce que je vous disais, c'est que finalement, on polymérise ces systèmes pour faire ces entités. Et tout ça, ça se fait à température ambiante. Ça peut se faire, je dirais, en hybridant également les précurseurs, donc en les fonctionnalisant avec à peu près ce que vous voulez. Je dirais, ça c'est une molécule organique, biologique ou autre, pour construire, vous voyez, des petits polymères. Et tout ça, à nouveau, ça se fait à température ambiante. Alors quand je mélange les deux, eh bien, je mélange finalement mes savons, donc des tensioactifs ou des molécules amphiphiles, mes monomères qui polymérisent gentiment à température ambiante, et puis je fais l'ensemble des réactions. Vous voyez, je crée des cristaux liquides, et puis ces petits tétraèdres que vous voyez là se collent les uns aux autres par des réactions de polymérisation. Ce qui fait que je vais obtenir, vous voyez, une matrice hybride, et ces canaux-là, ces cylindres, en fait, correspondent finalement aux assemblées micellaires. Et donc, si j'élimine finalement le savon, eh bien, je vais révéler finalement des structures avec des porosités contrôlées, un petit peu comme je vous avais montré dans le cas de la carapace de crabe. C'est exactement le même concept. Sauf que cette fois-ci, j'ai un contrôle qui est bien meilleur sur la taille des pores. Vous voyez, ce sont des tailles de pores tout petits. Et que si jamais je joue un peu sur la chimie de départ, je vais obtenir des matériaux hybrides. Et puis, je vais y mettre là des fonctionnalités que j'ai symbolisées en orange, à peu près ce que je souhaite en fonction de la propriété que je cible. Alors ça donne des systèmes organisés très jolis. Ce qu'on voit ici, c'est une microscopie électronique. Ce que vous voyez finalement, c'est ça. Les parties claires sont les trous, tout petits, 2 nanomètres, et les parties sombres sont les murs, ce qui est ici en bleu, qui sont finalement le résultat de la polymérisation de ces petites entités tétraédriques. Alors, des macromatériaux hautement structurés, vous en connaissez, ce sont les nids d'abeilles. L'échelle ici, c'est quelques millimètres, mais on est capable aujourd'hui de faire ceci, c'est-à-dire ça, c'est des poudres mésoporeuses de différents oxydes, par exemple. Et là, il y a un rapport d'1 million, finalement, entre les tailles des trous, entre les tailles que je vous ai montrées et avant et après. Ce qui veut dire que là, on va avoir des matériaux avec des fonctionnalités très nombreuses, et puis en particulier, comme c'est tout petit, là, les trous, eh bien, vous allez avoir des surfaces qui vont être colossales. Alors bon, eh bien, on peut jouer, c'est ce que je vous disais au départ, avec le tableau périodique pour faire des oxydes ou des non-oxydes, vous voyez, des céramiques ou des matériaux carbonés ou même des matériaux hybrides. Alors après, le jeu va consister à maintenant choisir quel type de propriété je cible et ce qui m'intéresse pour construire finalement des matériaux un petit peu sur mesure. Alors juste 2 exemples. Ça, c'est un exemple qu'on a développé au laboratoire. Par exactement ces modes de construction, on a obtenu donc des silices poreuses avec des trous, vous voyez, à l'échelle de quelques nanomètres, que l'on transforme ensuite en quartz mésoporeux. Bon, astucieusement, on ajuste finalement la relation d'épitaxie entre ces petits cristaux de quartz, vous voyez, ce sont des nanocristaux, et on garde des grandes surfaces. Et donc, on obtient des quartz mésoporeux piézoélectriques. Et là, ça ouvre tout un domaine de recherche au niveau des résonateurs, des capteurs de pression, d'accélération, etc. Donc, vous voyez, on est loin, finalement, d'un matériau naturel, mais on a utilisé, finalement, les concepts de construction. En fait, le peu qu'on connaît, je pense qu'on doit faire preuve d'humilité dans les modes de construction des matériaux biologiques. On peut également, vous voyez, ça représente un matériau poreux. Et puis là-dedans, je vais m'amuser à coller une fonction, ce que j'imagine, une fonction organique. Et cette fonction organique, vous voyez, lorsque j'essaye de détecter sa réponse optique, eh bien, c'est un système qui est faiblement fluorescent. Mais lorsqu'elle est en contact d'un polluant, par exemple, eh bien, je forme un complexe et j'ai une très forte fluorescence. En plus, j'ai énormément de surface, donc le système émet très fort. Donc ça, ce sont des approches, je dirais, de matériaux qui, à la base, se construisent sur des processus d'auto-assemblage en couplant chimie douce, etc. Alors, pour vous montrer quand même que ces approches peuvent servir à quelque chose, ça, c'est le toit, finalement, du Grand Théâtre National de Pékin. Ce sont des vitrages auto-nettoyants en oxyde de titane qui sont justement élaborés par chimie douce. Donc également, dans la vie de tous les jours, et puis éventuellement, on parlait de nature, mais au niveau sécurité, c'est plus intéressant d'avoir des vitrages auto-nettoyants sur ce genre d'édifice que d'avoir des ouvriers en fait, qui essayent de nettoyer l'extérieur de ce genre de bâtiment.
Alors j'en viendrai maintenant à parler de diatomées. Les diatomées, ce sont des choses qui sont absolument magnifiques. Hier, M. Descola parlait de bioart, donc j'ai rajouté bioart un petit peu pour vous faire plaisir. C'est vrai que c'est magnifique au niveau de la construction. Ce sont des algues phytoplanctoniques hybrides et elles sont protégées, vous voyez, par des coquilles de silice avec des trous, avec des pores. Il y a également des artistes qui utilisent ces objets-là pour faire des tableaux. Donc on n'est pas si loin que cela du bioart, mais je vais un peu centrer mon propos en fait sur ces diatomées. Lorsque on regarde un petit peu ces porosités dans les diatomées, en utilisant par exemple un microscope et en augmentant le grossissement, vous voyez ici je suis à une échelle de 20 microns, on voit quelque chose d'esthétique avec des trous, et puis si j'augmente la résolution, je vois des trous, et j'augmente encore la résolution, mes trous sont encore plus petits, et si j'augmente encore la résolution, je vois que ce système est construit, en fait, c'est un système multi-échelle au niveau de la porosité, plusieurs échelles, ça c'est assez facile à voir, et puis les murs sont construits de toutes petites billes de silice. Et les diatomées, en fait, utilisent la chimie douce pour construire leur coque protectrice. Alors, pour faire une longue histoire, et puis pour simplifier au maximum, ce qui est connu aujourd'hui sur les processus de croissance de la silice dans ces diatomées, en fait, le précurseur, c'est le précurseur dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire un précurseur qui va permettre de faire de la silice par chimie douce. Et puis, ces différentes porosités sont obtenues via des gabarits multi-échelles, c'est-à-dire en fait des agrégats de différentes tailles. Donc, il y a un contrôle génétique de la formation de ces agrégats qui sont en fait construits sur des bases, en fait également sur des mécanismes d'agrégation ou d'auto-assemblage, avec des agrégats qui vont être gros en violet, moyens en rouge et puis tout petits en bleu. Et la silice, en fait, va décorer ces agrégats. Donc, en fait, l'idée, je dirais, la plus simple, c'est de dire finalement, en utilisant des systèmes de gabarits multiples, on doit être capable, au niveau de la synthèse, exactement avec les mêmes concepts, donc des choses très simples, on doit être capable de faire des matériaux au moins à 2 échelles, voire 3 échelles. Alors, le chimiste, en général, il cherche les solutions très simples. C'est-à-dire qu'ici, je vais utiliser, vous voyez, ces fameux précurseurs tétraédriques de silice. Ça va être la partie, les molécules qui vont minéraliser. Et puis, je vais utiliser 2 gabarits. On commence par 2, le pluriel commence à 2. Et donc, en fait, je vais avoir un gabarit, vous voyez, ce sont ces petits tortillons orange qui représentent finalement le savon. Et puis, ces petites boules, je dirais violettes, vont être par exemple un agrégat plus gros, un latex. C'est quelque chose de simple. Et je mélange l'ensemble. Alors, voilà ce que je pense obtenir. Je me dis, je vais avoir mon latex qui est chargé, donc je vais sans doute accrocher mes micelles à la surface et puis faire croître de la silice. Et puis si j'enlève toute l'organique, je devrais avoir un grand trou et des petits trous. Donc ça, c'est un petit peu ce que je vise. Alors voilà ce que j'obtiens. Quand on fait ça, on obtient, vous voyez, un système, une double couronne, parfaitement calibrée, il n'y a pas de différence de taille. Et lorsqu'on agrandit ça par microscopie électronique, ce qu'on voit, vous voyez le gros trou associé au latex, et puis tous les petits trous associés finalement à la croissance de la silice mésoporeuse en présence de savon, en fait. C'est exactement le même. Et ça, la taille de ce trou-là, je peux le faire varier. Donc vous voyez, et on voit qu'en plus que j'ai tous les pores qui sont parfaitement perpendiculaires au trou central. C'est-à-dire que je vais pouvoir remplir cet objet. Alors voilà, je symbolise de cette façon-là. Cet objet, je peux le remplir. Alors avec quoi je peux le remplir? Alors là, je peux le remplir avec énormément de choses qui peuvent être intéressantes. Je peux le remplir avec un médicament, de la doxorubicine. Je peux fonctionnaliser sa surface à peu près avec n'importe quoi pour utiliser des ligands cibleurs de cancer, par exemple. Je peux également le remplir avec des petites particules d'or, des nanoparticules d'or de toute petite taille, puisqu'elles vont être confinées dans la petite porosité. Ce qui veut dire que si je confine mon système, il ne va pas croître. Et quand l'or atteint 2 nanomètres, il commence à être très intéressant. Parce que là, il est photoluminescent, et avec une photoluminescence qui apparaît dans la zone de transparence des tissus, dans les 700 nanomètres, il commence à être magnétique, etc., etc. Donc je commence à additionner toutes les propriétés. Et donc voilà, en fait, ça, ce que vous voyez ici, c'est une image, en fait, ça c'est le blanc, et ça c'est l'image, en fait, de la fluorescence de ces vecteurs.
qui est typiquement qui émet dans le proche infrarouge, donc dans la bonne fenêtre. Ça, c'est la zone d'injection de ces vecteurs. Et donc là, ce que vous voyez, c'est le contraste par RMN. Et également, bon, ce sont des systèmes qui peuvent également fonctionner par génération d'ondes ultrasonores. Donc, en fait, et assurer également un relargage de médicaments, etc. Alors, si je veux aller un peu plus vers la complexité en tant que chimiste, je me dis la chose suivante. Finalement, ces diatomées, bon, elles utilisent plusieurs gabarits. Il y a toute une physico-chimie colloïdale qui est bien stabilisée, bien mieux que ce qu'on sait faire aujourd'hui. Et puis, il y a des aspects qui sont importants, c'est le rôle du confinement. On arrive à faire une croissance dans un milieu confiné. Alors, la croissance dans un milieu confiné, c'est quelque chose, mesdames, que vous utilisez pratiquement tous les matins. Vous utilisez des sprays très souvent. Et donc, quand vous faites un spray, il y a une partie du système qui s'évapore. Et donc, finalement, vous avez quelque part une gouttelette. Et dans cette gouttelette, il y a de la croissance. On peut imaginer utiliser ces gouttelettes pour de la croissance confinée. Donc, finalement, tout ce que je vous ai raconté au niveau chimique précédemment, on peut le préparer, le contrôler. Bon, il y a du contrôle chimique et physico-chimique. Ça a l'air simple comme ça, mais il faut le faire. Et ensuite, je vais utiliser un spray. Et puis, j'imagine obtenir, vous voyez, des structures en cocktail, des structures très, très variables. Et là, je commence à jouer sur les différents aspects, les différents gabarits, le confinement, etc. Puis, vous voyez, je peux obtenir quand même des objets qui sont assez intéressants, ne serait-ce qu'au niveau de l'esthétique. Il y a des propriétés intéressantes qui se cachent derrière ces objets. Évidemment, très honnêtement, on est bien loin des diatomées, toujours. On a encore, heureusement, un grand nombre de travaux à faire. Alors, le second exemple concerne l'autoréparation. Alors, la longévité des matériaux, vous voyez, c'est un problème qui est important. Également, si on positionne ce problème vis-à-vis justement des relations homme-nature. Et en particulier, vous savez tous que la nature, heureusement pour nous, sait autoréparer. Mais alors, si on regarde les processus d'endommagement d'un matériau, eh bien, l'endommagement est un phénomène multi-échelle. C'est-à-dire que lorsque vous observez une rupture, une cassure, vous l'observez avec un œil ou avec votre ongle, c'est typiquement, vous testez quelque chose qui est de l'ordre du millimètre. Mais ceci est dû en fait à un fendillement à l'échelle microscopique. Et puis dans un composite, il y a des glissements de chaîne à l'échelle mésoscopique. Et in fine, quand vous cassez quelque chose, vous cassez des liaisons chimiques. Donc si on veut se donner une toute petite chance de pouvoir réparer un matériau, il faut arriver à contrôler finalement les échelles mésoscopiques et atomiques, la nature des liaisons, leur dynamique et les possibilités de mouvement et de glissement de chaîne. Alors, l'exemple que je voulais développer, c'est celui du byssus de Moule. Ça, c'est un matériau qui est assez extraordinaire, avec des propriétés mécaniques très très intéressantes, extensibles et dures, bon absorbant des chocs à différentes fréquences. Le byssus de Moule se répare dans l'eau de mer en 2 à 3 semaines. Donc, c'est un système qui est relativement lent, mais il n'y a que l'homme qui est pressé. Donc, c'est un système qui s'auto-répare. Maintenant, si l'on fait une analyse un peu schématique de ce qui est compris aujourd'hui sur le mécanisme d'autoréparation du byssus de Moule, eh bien, ce byssus est composé d'un élastomère, ça ressemble à un caoutchouc. En fait, c'est du collagène, c'est une partie élastomérique. Mais vous savez tous qu'un caoutchouc, si vos pneus, par exemple, en caoutchouc, n'avaient pas de charge ou n'avaient pas de réticulation, de processus de réticulation, vous auriez du mal à rouler en voiture. Et donc, en fait, ces élastomères, à base de collagène, sont réticulés par des domaines latéraux qui sont durs. Et ces deux domaines latéraux sont fonctionnalisés avec des domaines riches en histidine, qui est cette molécule, qui sont des molécules qui complexent très bien, vous voyez, qui s'associent très bien, je dirais, à ces métaux-là. Mais ce type de liaison chimique, ça, pour faire simple, ça a une propriété particulière, c'est que ça a déjà une très très bonne dynamique par rapport à une liaison covalente carbone-carbone où ça bouge déjà plus difficilement. Alors, si je résume un petit peu tout ça, j'ai un caoutchouc, un élastomère, mais tout seul, ça ne tient pas. J'ai des charges qui réticulent, voilà, des domaines durs. Et puis, j'ai des fonctionnalités dans lesquelles, finalement, j'ai un accrochage avec quelque chose qui est labile,
quelque chose, une partie qui va donner une liaison qui va s'échanger facilement. Alors, eh bien, je peux reconstruire à peu près la même chose, hein, évidemment moins complexe, hein, plutôt un modèle. Alors, qu'est-ce que ça donne? J'utilise un petit objet qu'on appelle un cluster comme charge, ou une nanoparticule, si vous préférez. Ce n'est pas une vue de l'esprit, ça c'est vraiment une structure de rayons X. Je ne rentre pas dans les détails de la chimie. Alors, cet objet-là, il lui faut que je lui crée une interface où il y a de la dynamique. Et j'ai choisi un objet, vous voyez, qui était un cation, il y a 2 charges plus, et donc la charge est compensée par 2 charges moins. Donc ça veut dire que ça va simplement être une interaction électrostatique. Et donc là, je crée de la dynamique, déjà au départ, quand je construis mon objet. Le deuxième point, c'est que maintenant, vous voyez, cet anion qui a une dynamique, je le construis de telle façon à ce qu'il ait un petit groupe qui puisse créer des polymères. Et je le couple avec un élastomère, avec un système qui a des comportements, je dirais, caoutchoutiques, pour obtenir quelque chose de ce type. Et donc là, c'est un modèle, mais finalement, je retrouve le collagène, les nœuds de réticulation et l'interface dynamique. Donc j'ai les différents maillons, et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne ceci. Donc ça donne déjà un matériau qui se tient physiquement, ce n'est pas une guimauve qui dégringole. Et puis, lorsque je coupe ce matériau et je le recolle, eh bien, vous voyez, je récupère l'essentiel des propriétés mécaniques. Alors, en 2 semaines à 20 degrés, c'est pas mal par rapport au byssus. Et alors, comme on est toujours pressé, c'est de l'ordre de quelques heures à 90 degrés. Donc, vous voyez, c'est simplement de vous montrer les analogies et les modèles qu'on peut construire. Et à partir de ce modèle-là, aujourd'hui, on est en train de développer des matériaux hybrides à mémoire de forme ou des matériaux qui également sont thermodurcissables, etc. Donc des matériaux qui vont avoir un intérêt, mais au niveau académique et fondamental, ce qui est important, c'est de décoder justement tous ces processus de construction. Alors le dernier exemple, concerne finalement ce que j'appellerais des surfaces intelligentes. Alors bon, il y a un exemple que vous connaissez très bien, c'est celui de la feuille de lotus, où on combine finalement et essentiellement une texture particulière à l'échelle de quelques microns, et puis un recouvrement gras, je dirais, qui va justement ne pas aimer l'eau, qui ne va pas présenter une affinité pour l'eau. Et en fait, à la fois, quand je combine cette microstructure et puis cette non-affinité pour l'eau, j'ai un espèce d'effet que j'appelle tapis de Fakir microstructuré, et le résultat, vous le connaissez. Donc, de façon par synthèse, on peut construire, vous voyez, des piliers de silice. On va rajouter une molécule dessus qui ne va pas aimer l'eau, vous voyez, typiquement une molécule fluorée. Et ça, c'est ce qu'on obtient, hein, donc une goutte d'eau avec des angles de contact qui sont très élevés, c'est-à-dire que l'eau ne mouille absolument pas. Juste pour vous donner un élément de comparaison, l'angle de contact de l'eau dans du téflon, votre poêle à frire, ce n'est que de 107 degrés. Donc là, l'eau ne touche pratiquement pas, elle ne veut pas mouiller. Mais il y a des choses qui sont encore plus intéressantes. Donc ça, ce sont les applications de ces revêtements, je passe là-dessus. C'est d'utiliser finalement tous ces concepts pour faire des surfaces multifonctionnelles. Alors il y a un certain nombre d'exemples, ça a été développé dans l'équipe par Marco Fossini, où pour des revêtements de cellules solaires, en fait, on peut coupler, par exemple, un système qui va être anti-reflet, donc pour récupérer le maximum d'énergie, qui va être également anti-buée, parce que quand l'eau remplit la structure, eh bien, vous perdez votre effet anti-réflecteur, et qui va être anti-salissure. Donc on va pouvoir coupler les fonctionnalités. Il y a eu énormément de travaux qui ont été faits justement dans des systèmes plus complexes, à la fois par David Thierry à l'SPCI et puis par le groupe de Johanna Heisenberg à Harvard. Et c'est là-dessus que je vais finir mon exposé. En prenant comme exemple, vous voyez, ces sarracémies pourpres, qui sont des plantes carnivores que vous connaissez, vous les voyez très souvent chez les marchands, chez les fleuristes par exemple. Alors, ce qui est intéressant chez ces plantes carnivores, c'est la chose suivante. Vous voyez, bon, là, je vais vous montrer ce petit film, qui est assez intéressant. Le temps est sec, il y a une belle accoutumance des fourmis autour, il n'y a aucun problème, c'est une danse des fourmis autour sans aucun souci. D'accord ? Vous allez voir, le temps va changer à l'humidité, et là, ça devient une sombre patinoire, et toutes les fourmis, vous voyez, se cassent la figure, et donc ce qui est assez intelligent, j'appelle ça de l'intelligence, parce qu'en général, quand on se nourrit, on boit également, mais là, la plante boit avant et elle se nourrit ensuite. Donc c'est assez intelligent. Je peux vous le repasser parce que c'est quand même quelque chose qui est très intéressant.
Donc ça, c'est le groupe de Harvard hein, qui a mis... Bon, ils ont un pouvoir de communication que nous n'avons pas en France, mais c'est très intéressant. Vous voyez, on voit vraiment les deux états, l'état sec, et l'accoutumance, je pense que c'est important pour le... Et puis là, l'état mouillé, donc avec les résultats que vous voyez, que vous connaissez. D'accord? Donc en fait, lorsqu'on regarde finalement ces structures, on s'aperçoit que finalement, ça c'est de la microscopie électronique, on a une structure hiérarchique microstructurée et nanostructurée, et qui est remplie par un liquide. En fait, dans le cas de la plante, les lèvres sont légèrement hydrophiles et l'eau pénètre dans les lèvres, alors que les pattes des insectes sont grasses. Et donc finalement, il y a un contraste entre le liquide à éliminer. La partie jaune et la partie grise, le liquide, le lubrifiant, doivent avoir des très fortes affinités, et le liquide à éliminer doit avoir des affinités contraires. Et ça fait une espèce d'effet patinoire, je dirais, pour parler simplement. Et donc ça donne les résultats que vous avez vus précédemment. Alors, bon, ça peut être reconstruit, vous voyez, par, je dirais, chimie et ingénierie. Ce sont des réseaux aléatoires de fibres. Et puis maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'utiliser ce support poreux, de l'imprégner avec un liquide lubrifiant non volatile, en maximisant les affinités entre la partie bleue et la partie verte, et la non-affinité avec les liquides que l'on veut éliminer. Hein. Donc ça revient finalement à un système où on doit ajuster 4 phases, et les énergies de ces 4 phases les unes par rapport aux autres. Mais ce n'est pas si compliqué que ça. Hein. Alors, voilà ce que ça donne. Voilà, donc ce que vous allez voir ici, c'est la surface modifiée. En dessous, en blanc, c'est du téflon, hein, c'est l'équivalent de ce que vous avez dans votre poêle à frire. Donc c'est très hydrophobe, et vous allez voir comment se bloque ou ne se bloque pas finalement différents composés. Là, ce que vous allez voir, c'est du sang d'abord, une petite goutte de sang, qui n'accroche pas du tout sur la partie du haut, mais qui, malgré tout, colle sur le téflon. Donc là, il y a une non-affinité qui est encore bien plus marquée. Bon, en bas, vous avez un verre hydrophile. Bon, ça se termine sur le verre hydrophile. Là, c'est du pétrole brut, donc on change totalement de milieu. Alors vous voyez, bon, la partie jaune en haut, c'est justement cette surface intelligemment conçue. Intermédiairement, vous avez du téflon, et puis vous avez de l'aluminium hydrophobe en bas. Je retrouve mon truc, voilà. Vous voyez, le pétrole brut, ça n'accroche pas du tout. J'ai fini pratiquement. Voilà, donc je vais passer à l'exemple suivant. Peinture. Système antigraffiti qui intéresse beaucoup les présidents d'université. Vous voyez, à gauche, le revêtement normal, à droite, le revêtement conçu de cette façon-là. Donc je vais assez vite. Là, quelque chose qui est très intéressant, c'est l'aspect également anti-graffiti, anti-collage. Anti-collage, à nouveau, intéressant pour les présidents d'université. Donc ça, c'est le système qui a été traité avec ce mode avec ce type de surface, et à droite, à gauche, vous avez le système, je dirais, classique. Vous voyez qu'il y a quand même des petites différences assez nettes. J'ai presque fini. Je vous montre quelque chose qui est très difficile à éliminer, c'est le noir de carbone. Le noir de carbone, vous voyez. Donc là, c'est essayer de l'enlever avec un chiffon ou avec un Kleenex. Vous allez comprendre que c'est difficile. Et là, finalement, eh bien, on prend un liquide, on récupère tout le noir et on élimine. D'accord ? Donc ce sont des systèmes qui sont assez intéressants. Ce sont des systèmes qui sont également autoréparables. Il y a eu des tests faits sur les fourmis. Alors il y a différentes catégories de fourmis. Bon, c'est un peu la sélection naturelle. Il y a les fourmis qui ne tiennent pas sur ce genre de revêtement, qui glissent. Et puis il y a celles qui testent avec 2 pattes et qui gardent les autres pattes et qui s'en tirent. C'est un mode de sélection naturelle. Alors j'en viens à mon dernier transparent. Finalement, si on regarde ces approches en fait, de matériaux complexes, de matériaux hybrides multifonctionnels, très clairement, ce sont des approches de chimie intégrative. On a beaucoup à apprendre de la nature en utilisant, vous voyez, des stratégies du type couplage entre chimie, matière molle et procédés, couplage entre des approches ascendantes et descendantes, ça devient de plus en plus à la mode, système ouvert, morphologie contrôlée par la diffusion. Mais si on veut faire une analyse très honnête d'où nous en sommes aujourd'hui, lorsque l'on regarde les matériaux de la nature, ce que c'est faire la nature en termes de matériaux, eh bien, si on regarde ça dans un système à 3 axes entre la capacité d'intégration, d'autonomie et d'intelligence, eh bien, très souvent, ces matériaux-là sont le long de l'axe 1-1-1 en optimisant finalement
intelligence, intégration, autonomie. Très clairement, aujourd'hui, on en est là. Vous voyez, on a des matériaux où la capacité d'intégration commence à augmenter, des systèmes qui sont un petit peu intelligents, mais pas trop, et puis des capacités d'autonomie qui sont à venir. Alors, il y a des développements dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui, mais j'en ai déjà parlé dans certains de mes cours. C'est justement les couplages entre les virus, entre les phages, par exemple, et puis toute cette chimie des matériaux, et ça, c'est très intéressant. Les matériaux adaptatifs, et puis également, on voit dans certains groupes se développer des systèmes qui présentent en fait certaines propriétés d'homéostasie. Voilà, j'arrête là, et je vous remercie pour votre attention.